Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de Livre-EMAM. Livre-EMAM est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Je suis Thomas Piret, chargé de recherche à l'IREMAM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte El Khalili de l'Université de Sussex pour évoquer son livre Waiting for the Revolution to End, Syrian Displacement, Time and Subjectivity, paru chez UCL Press en 2023. Ce livre explore la révolution syrienne à travers les expériences de citoyens en exil. Basé sur plus de 3 années d'enquête auprès de Syriens déplacés dans la ville frontalière de Gaziantep, dans le sud de la Turquie, le livre propose une ethnographie de la révolution syrienne et de ses conséquences tragiques. Il retrace l'évolution du soulèvement pacifique, à la confrontation armée, à la descente vers un conflit à part entière et enfin à la guerre par procuration. Il en propose une compréhension qui va au-delà des notions de succès et d'échec. Bonjour Charlotte, qu'est-ce qui vous a conduite à vous intéresser à la révolution syrienne ? J'ai commencé mon parcours en anthropologie sociale et culturelle au moment du début des révolutions arabes. Et je travaillais sur la question à la fois des imaginaires politiques, notamment dans des contextes révolutionnaires et post-révolutionnaires, et aussi à tout ce qui est pensée et pratique décoloniale en anthropologie. Et je me suis retrouvée dans une université à Londres avec notamment des étudiants et des étudiantes syriens et syriennes qui avaient eux-mêmes participé à ces événements. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis venue à m'intéresser à la révolution en Syrie que je trouvais particulièrement intéressante en fait du point de vue des formes politiques qui étaient développées. Des différents imaginaires et autour aussi en fait des défis que les modes d'action posaient justement à la question et à la définition assez classique qu'on a de révolution. Votre livre s'appuie sur une enquête ethnographique. Auprès de qui avez-vous mené cette enquête ? Où et à quel moment ? Donc en fait, j'ai commencé mon doctorat en 2013 et j'ai commencé mon enquête en 2014 et ça s'est poursuivi jusqu'en 2017. Et donc le livre se base principalement sur l'enquête entre 2015 et 2017. Et après, j'ai continué aussi à faire des enquêtes jusqu'à 2019 en Turquie. Donc j'avais commencé au début à Antakya et à Reyhanliye. Puis en fait, finalement, je me suis déplacée à Gaziantep où j'ai travaillé avec des révolutionnaires syriens donc déplacés ou qui faisaient des allers-retours entre Gaziantep et les zones libérées de la Syrie. Parmi vos interlocuteurs, vous distinguez entre ce que vous appelez les familles et les jeunes. Oui, parce qu'en fait, il y a des familles, donc souvent qui étaient des familles avec restait souvent les mères, les sœurs et quelquefois des frères, mais généralement il n'y avait pas de. Les pères étaient étaient souvent absents et certains des frères aussi. Donc il y avait des familles qui avaient été déplacées ensemble ou par vagues successives, mais qui vivaient en famille à Gaziantep, et des jeunes qui avaient été déplacés sans leur famille, mais en fait qui auraient pu être leurs enfants, mais souvent c'était des jeunes hommes qui eux allaient encore circulaient encore entre la Syrie et la Turquie, alors que les membres de ces familles étaient ou emprisonnés ou sous siège, les hommes, ou sinon étaient déjà partis vers l'Europe. Donc c'était quand même venaient pas forcément des mêmes villes. Les familles, elles pouvaient venir d'Alep, mais aussi de Homs et de Rif Dimashq. Et les jeunes venaient aussi de ces régions, mais n'étaient pas forcément arrivés en même temps. Et ceux qui arrivaient encore à faire des allers-retours, c'était parce que au moment de la Révolution, ils s'étaient trouvés dans des zones qui étaient en fait limitrophes avec la frontière turque. Les jeunes, c'était souvent plus, ils étaient plus actifs de façon peut-être classique dans la Révolution, où ils avaient participé à l'organisation de manifestations, ils avaient eux-mêmes participé à des manifestations, ils faisaient partie un peu du corps actif en fait des révolutionnaires. Il y en a qui étaient médecins ou qui finissaient leurs études de chirurgiens, de médecins, donc qui ont pris part par exemple au travail dans les hôpitaux de campagne, alors que mais comme je dis encore, qui auraient pu être les enfants de ces personnes, mais souvent, si leurs familles sont restées, c'est que elles-mêmes
été dans une sorte de sécurité, enfin dans les endroits où elles ont pu rester, ou qui elles-mêmes en fait ils se trouvaient dans une configuration inverse des familles, où leur famille avait été restée par exemple assiégée dans certaines villes, ou avait fui au Liban ou en Jordanie. Mais c'est vrai que la plupart des familles étaient de milieux sociaux plus populaires et également, généralement, étaient religieusement parlant plus conservatrices. Et elles ont eu des rôles aussi différents parce que ça a structuré, enfin, souvent elles se sont structurées en famille leur engagement révolutionnaire. Donc c'était plus, par exemple, des choses qui paraissent moins comme un travail ou un engagement révolutionnaire classique. Donc par exemple cuisiner pour des déplacés ou pour des jeunes activistes, ou préparer des banderoles. Ça pouvait être aussi collecter et distribuer des médicaments et des vêtements. Donc c'était aussi un travail, mais pas tout le temps, enfin, mais qui pouvait être aussi moins visible ou moins directement perçu comme ce qu'ils appellent Sherer bil Saura, travail révolutionnaire. Votre enquête s'est principalement déroulée dans la ville turque de Gaziantep. Pour quelles raisons cette dernière est-elle devenue un point névralgique de la révolution syrienne? Assez rapidement, donc moi quand j'arrive en 2014, au début il y avait pas mal de personnes qui étaient arrivées à Antakya, mais Antakya du fait donc qui est plus à l'ouest et qui est plus proche de la frontière, mais du fait de la composition de la population locale, donc qui est aussi arabophone mais alaouite, il y a eu rapidement des problèmes pour accéder à avoir des kemlek ou même des ikamés, enfin pour pouvoir s'installer durablement dans cette ville. Et assez rapidement, c'est vrai que mes interlocuteurs disaient que Antakya c'était un peu le pôle pour l'aide humanitaire, donc qui rentrait par le poste frontière assez proche, Rehanli qui était plus pour les militaires, et Gaziantep qui était une plus grande ville, aussi une ville AKP, une ville qui était à la fois proche de la frontière mais bien connectée avec le reste de la Turquie, où il y a eu une politique aussi où on a donné des titres de résidence aux Syriens, même si ça a été pas tout le temps le cas. Mais du coup, ça a permis en fait aux Syriens de venir un peu se reposer, avoir une pause quand après ils retournaient en Syrie, mais aussi de pouvoir rencontrer des donneurs, de pouvoir rencontrer d'autres Syriens qui étaient arrivés d'autres villes. Et c'était un endroit où il y avait pas des conflits comme il y en a eu ou à Antakya ou à Urfa, qui est donc plus à l'est, et là on arrive plus dans les parties kurdes de la Turquie, où il y avait aussi d'autres tensions qui faisaient qu'il était moins facile de s'y installer. Donc c'est vraiment là où il y a eu, par exemple, il y avait les conseils locaux ont pu ouvrir leurs bureaux. Il y a vraiment beaucoup, ça a drainé en fait beaucoup de ressources, mais aussi beaucoup de personnes qui sont venues ici. Vous soulignez que votre réflexion porte sur la défaite de la révolution syrienne plutôt que sur son échec. Pourquoi cette distinction sémantique? Je m'appuie sur une distinction conceptuelle qui a été faite par l'anthropologue britannique, mais de l'Égypte, ou peut-être qu'il est états-unien, Walter Armbrust, donc qui montre qu'en fait, dans l'échec en fait viendrait de causes internes du mouvement révolutionnaire, alors que la défaite est quelque chose qui est imposé par des forces externes. Et donc par rapport à l'expérience syrienne et aussi aux réflexions et aux expériences de mes interlocuteurs, ça me paraissait être en fait un concept plus juste. Et aussi surtout que cette défaite, il y a une question aussi, en fait, elle est temporaire pour mes interlocuteurs. Alors qu'un échec, il y a aussi une sorte de fatalité, le fait que c'est total d'un certain côté, il n'y a pas de sursis. Alors que pour mes interlocuteurs, il y a beaucoup cette question de l'idée que il peut y avoir une défaite momentanée à un moment T qui aboutit à quelque chose de différent plus tard. Mais c'était aussi de bien montrer que pour eux, ils constituaient un mouvement assez largement pacifique, non violent au début, et qu'ils se retrouvent en fait attaqués de toutes parts et réprimés en fait dans une violence assez phénoménale. Et du coup, il y a vraiment cette idée que c'est pas forcément
qu'il y avait quelque chose. Après, il y a évidemment des réflexions sur qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas marché, mais qu'il y a quand même une défaite qui est imposée en fait par des forces externes, notamment assez rapidement par des alliances avec le Hezbollah libanais, avec les Iraniens, puis avec les Russes, qui font qu'ils sont affaiblis, isolés, et puis qu'ils n'ont pas du tout les outils pour faire face en fait à ce déchaînement de violence. Une part significative de votre réflexion porte sur la définition du concept de révolution. Cette question est d'autant plus épineuse qu'au moment de votre enquête, c'est-à-dire avant les événements de décembre 2024, vous étudiez une révolution qui semble avoir été vaincue, ce qui interroge la légitimité de l'emploi du terme révolution pour parler de ce que d'autres auteurs ou interlocuteurs syriens pourraient qualifier de conflit syrien ou de guerre civile syrienne. Comment votre livre aborde-t-il cette question ? Donc pour moi, l'idée, c'était vraiment de suivre mes interlocuteurs et mes interlocutrices et d'avoir une approche ethnographique et de proposer, enfin de présenter en tout cas dans un premier temps, la définition émique donc de mes interlocuteurs, de ce que eux ont vécu et perçu et décrit, défini comme une révolution. Donc pourquoi est-ce que qu'est-ce qui fait de leur mouvement une révolution à leurs yeux? Et dans un deuxième temps, ce qui m'a paru assez intéressant, c'est que quand on regarde la littérature sur les révolutions, le terme de révolution reste assez défini, enfin, de façon assez ethnocentrique et aussi, bon, c'est une définition très imprégnée de la philosophie des Lumières et qui veut au final que une révolution, en fait, il peut pas y avoir de révolution vaincue. Il peut y avoir de révolution que victorieuse, mais cette victoire, elle est comprise de façon assez étriqué, disons, où c'est forcément un changement de régime et qui se trouve au niveau de l'État et qui voudrait aussi qu'une révolution soit assez courte, en fait, enfin, que ce soit quelque chose qui se passe directement, enfin, qu'on voit cela pour qu'on dise « Ah bah oui, c'est une révolution, ça a bien marché ». Alors que au final, à la fois ce que mes interlocuteurs aimaient bien me rappeler, c'est que par exemple, comme je suis française, ils me disaient souvent la Révolution française, ça a duré combien de temps? Et en opérant aussi comme ça un renversement, de dire bah en fait quand on regarde, c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs générations. Notre révolution aussi, déjà, elle a pas commencé en 2011. On peut retracer des événements révolutionnaires au préalable, à la fois en Syrie et dans la région, mais c'est aussi quelque chose qui va se jouer sur un plus long terme. Et moi, ce que je trouvais qui était aussi assez intéressant, c'est de voir que les ruptures opérées par les actions et par le mouvement révolutionnaire, ils se retrouvent pas forcément dans le domaine strictement défini comme politique et à l'échelle de l'État-nation. En fait, il y a eu vraiment des pratiques en fait politiques révolutionnaires qui se sont faites au niveau local et régional et qu'en fait, je trouve qu'on peut pas en fait effacer qu'on efface en fait, qu'on gomme en disant bah non, c'est pas une révolution parce que le régime n'a pas été renversé. À ce moment-là, évidemment, quand j'écris, quand je fais l'étude et quand j'écris le livre. Dans le livre, vous avez recueilli des récits du soulèvement de 2011 auprès de vos interlocuteurs, et ces récits vous amènent à contester ce que vous appelez une lecture post-idéologique des printemps arabes. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Bah, il y a eu pas mal d'analyses, surtout, enfin, directement après les révolutions arabes, où on mettait en fait souvent en cause déjà le fait que est-ce que c'est des révolutions, est-ce que c'est des printemps, et où il y avait un peu l'idée que c'était des mouvements qui étaient sans leader, parfois sans révolutionnaire même, mais aussi en fait sans idéologie, qui n'avaient pas d'idéologie claire, qui n'avaient pas de programme clair, et qui avaient eu un peu un effet boule de neige, qui était parti de Tunisie, d'Égypte, et que voilà, que ça se répandait en Libye, en Syrie, dans d'autres endroits. Et comme si en fait il n'y avait pas d'agentivité des acteurs, mais aussi comme si c'était un peu hors sol et ahistorique en fait, comme s'il n'y avait pas eu évidemment. Enfin moi, ce qui m'a intéressé dans les récits de mes interlocuteurs et de mes interlocutrices, c'est de voir en fait les généalogies révolutionnaires, mais aussi la façon dont eux et elles en fait s'ancrent dans des courants politiques, dans des idéologies différentes, et comment en fait ils rapprochent et raccrochent leurs propres pratiques, leurs pensées à des événements passés, mais aussi, enfin, il y a une extension en fait à la fois temporelle et géographique. Il y a généralement pas que la Syrie, il y a aussi par exemple des comparaisons avec la Palestine, avec d'autres pays, donc il y a une dimension aussi régionale.
et qui montre qu'en fait, évidemment, enfin, la révolution n'est pas arrivée comme ça dans un vide idéologique et politique, mais qu'il y a il y a une continuité en fait. C'est pas juste un événement qui arrive à un moment T et qui créerait une rupture totale dans l'espace et dans le temps et l'avènement d'un nouveau régime directement. Selon vous, dans le cas syrien, la constitution du sujet révolutionnaire se construit moins par rapport à une rupture temporelle, c'est-à-dire entre un avant et après la révolution, qu'au regard d'une dichotomie spatiale fondamentale entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça prolonge en fait cette réflexion sur le fait que oui, en effet, il n'y a pas, en tout cas au niveau de l'État-nation, enfin il y a un avant-après dans le sens où les révolutionnaires, les sujets révolutionnaires parlent de, souvent ils disent Abel al-Sawra, Bad al-Sawra, donc on place les choses par rapport à ces événements en 2011. Mais en fait, il y a surtout une division de l'espace qui apparaît assez rapidement entre des zones libérées, des bastions révolutionnaires, des zones après qui vont souvent être des quartiers, des villes qui vont être assiégées. Et du coup, des déplacés internes, des personnes, en fait, il va y avoir des dynamiques spatiales très importantes où à un moment, surtout dès le début de la Révolution, où en fait on sait qu'on peut par exemple aller manifester dans tel ou tel quartier. Après, on sait que si on vit dans un quartier qui a été libéré, où il y a plus disons de révolutionnaires, on va pouvoir être moins facilement arrêté par le régime. Donc après, ça change on va pouvoir aussi dans des villes libérées ou dans des quartiers libérés, malgré les attaques, les bombardements et plus tard les sièges, et même dans ces conditions, on va pouvoir continuer son engagement révolutionnaire. Donc du coup, moi souvent chez mes interlocuteurs et mes interlocutrices, il y a un moment où on voit qu'il y a une décision de partir de sa ville, de son quartier, vers une zone libérée, vers une zone où on va pouvoir continuer son engagement en fait au quotidien, et ça devient vraiment la vie quotidienne plus que je vais participer à cette manifestation ou à cette manifestation, mais évidemment avec des conséquences assez lourdes, puisque ça a entraîné beaucoup de personnes, ça a poussé beaucoup de révolutionnaires à fuir le pays, et d'autres à vivre dans des conditions de siège pendant plusieurs années pour certains. Donc vous mettez en évidence le fait que dans ce contexte de déplacement de la population et cette dichotomie entre intérieur et extérieur, la cultivation d'une identité révolutionnaire s'opère notamment par une performance du mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, une performance qui, comme vous le soulignez, est essentiellement un privilège masculin. Il y a une tension qui apparaît au moment où les révolutionnaires sont poussés à l'extérieur du pays, et donc arrivent par exemple en Turquie, et où là en fait c'est vrai que du coup, puisque disons que l'essence même ou la définition d'être révolutionnaire, c'est de pouvoir être en Syrie, ancré dans une localité, d'avoir une action révolutionnaire quotidienne, mais dans un espace en fait, souvent une zone qui a été libérée, le fait d'être en exil, déplacé à l'extérieur du pays, on crée une tension dans cette identité et un besoin de justement pouvoir continuer à avoir un lien avec l'intérieur, donc avec la Syrie, qui a un lien aussi du coup avec cette action, cette activité révolutionnaire. Mais assez rapidement, ça devient ces mouvements entre la Turquie et la Syrie, en tout cas de façon totalement, il y avait peut-être une ou deux exceptions parmi mes interlocuteurs, c'était quelque chose de très masculin, et qui s'explique dans les dires de mes interlocuteurs par la difficulté de traverser cette frontière, parce que souvent c'était des traversées clandestines, et après évidemment avec la militarisation de la situation, avec le fait qu'il y a beaucoup de checkpoints, et avec aussi à partir du moment où il y a des factions islamistes qui arrivent, au fait que le déplacement pour les femmes dans ces régions était beaucoup plus contrôlé et beaucoup plus difficile. Il fallait avoir une personne de sa famille qui soit un homme pour pouvoir aller de tel endroit à tel endroit. Donc ça n'a pas facilité, c'est vrai,
le fait que les femmes puissent aller et sortir, mais c'est aussi que je pense qu'elles ont aussi conservé et réinventé leur soi ou enfin, révolutionnaire d'autres façons. Durant les années que vous avez passées en Turquie, vous y avez constaté la dégradation progressive de la situation des résidents syriens. Quelles ont été les causes et les conséquences de cette détérioration? Le gouvernement turc a très rapidement ouvert ses portes aux Syriens en se mettant clairement du côté de la révolution, de l'opposition. Et donc il y a eu pendant longtemps, jusqu'en 2015, une politique de frontières ouvertes, de portes ouvertes, où les Syriens pouvaient venir, rentrer en Turquie et après circuler de façon plus ou moins contrôlée en fonction des régions, des postes frontières, entre les deux pays. Et à partir du moment où ils se rendent compte que c'est de plus en plus permanent, et aussi sous la pression de l'Union européenne qui essaye de fermer la route des Balkans, qui essaye de maintenir les Syriens en Turquie, il y a une fermeture de la frontière et un durcissement des régulations envers les Syriens. Ça devient plus difficile d'avoir des documents pour être légalisés en Turquie. Et en fait, ce qui a aussi poussé beaucoup de Syriens à fuir la Turquie, c'est à la fois le fait que la situation en effet se prolonge et qu'il n'y a pas de statut légal stable et permanent en Turquie, puisque à ce moment-là, enfin, jusqu'à présent, mais maintenant on a pu à partir d'un certain moment obtenir la citoyenneté de façon assez marginale et de façon assez peu claire aussi. C'est encore très compliqué de comprendre quels sont les critères pour les Syriens, pour obtenir la citoyenneté turque. Mais en fait, le problème principal pour les Syriens en Turquie, c'est qu'il n'y a pas de statut de réfugié. Et donc, du coup, il n'y a pas... c'est un statut en fait d'invité qui est temporaire et qui fait que à tout moment, si la situation est jugée apte au retour des Syriens en Turquie, retour des Syriens de Turquie en Syrie, cela peut être fait. Et donc du coup, ça a créé des tensions au niveau local. Enfin, il y a aussi beaucoup de xénophobie qui a été ressentie par les Syriens avec le fait que oui, enfin, sans doute que la population et le gouvernement turc ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de Syriens qui s'installent en Turquie et que aussi pendant finalement aussi longtemps. Lorsque vous analysez la perception du temps que vous observez chez vos interlocuteurs syriens, vous affirmez que leurs espoirs sont dirigés vers le passé plutôt que vers un présent tragique ou un futur qui à cette époque apparaît très incertain. Et en même temps, vous considérez qu'on ne peut pas parler de nostalgie. Est-ce que vous pouvez démêler pour nous ce paradoxe apparent? L'espoir est tourné vers le passé révolutionnaire plutôt que vers le présent où la révolution semble, en tout cas, si ce n'est défaite, en tout cas, il y a une pause dans ce processus révolutionnaire, donc il y a une défaite de facto à ce moment-là. Et j'essaye de différencier en fait entre futur proche et futur lointain. Et c'est pour ça que je parle pas de nostalgie, parce que la nostalgie, ce serait un passé complètement aboli, en fait, auquel on n'a plus accès, alors que là, il y a l'idée qu'il y a une possible répétition de ce passé révolutionnaire, donc mais dans un futur plus lointain. Donc à ce moment-là, un de mes interlocuteurs me dit peut-être la génération de mes enfants, ou celle d'après, mais en tout cas, c'est sûr, le régime tombera, mais enfin, la révolution fonctionnera, mais en tout cas, on ne sait pas quand. Donc il y a cet espoir que dans un futur assez lointain, du point de vue de mes interlocuteurs, la révolution fonctionne finalement. Et donc c'est pour ça qu'il y a une sorte d'idée de répétition du passé, mais avec une différence, puisque l'espoir, c'est que ce passé, donc qui était assez héroïque, en tout cas pour mes interlocuteurs, et plein d'espoir, se reproduise, mais cette fois-ci en voyant une issue positive à leur demande et la chute du régime et l'avènement d'un nouveau régime politique en Syrie. Vous vous intéressez également à l'évolution du rôle des femmes pendant la révolution syrienne et vous écrivez qu'une des conséquences de cette révolution a été de reconfigurer l'organisation patriarcale du foyer. Comment cela s'est-il produit? À partir du moment où mes interlocutrices entrent dans la révolution, elles acquièrent, mais d'un certain côté aussi, tout comme les hommes, mais des rôles nouveaux
mais qui, pour elles, qui sont justement, on en parlait au début, la différence entre les familles et les jeunes, qui sont plutôt dans ces familles, donc assez socialement et religieusement conservatrices, qui viennent plus des marges, disons, de la Syrie, où pour elles, ça va être la première fois que, par exemple, elles vont se déplacer seules dans le pays. Elles vont, par exemple, commencer des activités de documentation des crimes du régime. Et en fait, elles vont acquérir une liberté à la fois de mouvement, mais d'action auxquelles elles n'avaient pas eu accès. En tout cas, ces femmes-là, dans le passé. Et un certain nombre aussi à cause du fait qu'elles aient été en fait recherchées par le régime ou emprisonnées, se retrouvent les premières de leur famille à prendre le chemin de l'exil et à se retrouver en Turquie, où c'est elles à nouveau seules qui, et en plus la première fois qu'elles voyagent en pays, mais aussi à l'extérieur du pays, qui vont trouver en fait dans un univers aussi, qui est non arabophone, qui est pas forcément, qui peut être assez hostile, qui vont trouver à la fois une maison, un travail, et qui vont en fait accueillir le reste de leur famille. Et donc du coup, ça va faire que leur statut va changer vis-à-vis à la fois de leurs frères, de leur père, mais aussi des femmes plus âgées dans leur famille, de leur mère. Et ça a aussi ouvert en fait leur réseau de sociabilité, qui fait que ça crée, et là j'emprunte un concept de l'anthropologue Julie Petite, qu'elles vont par exemple trouver leur futur mari grâce à une sorte d'endogamie politique plus qu'à une endogamie traditionnelle. Donc c'est par ces réseaux militants dans lesquels se sont inscrits, mais aussi après à Gaziantep en s'inscrivant dans des lieux de sociabilité, mais aussi en commençant à travailler pour des organismes de l'opposition ou pour des organisations de la société civile, où elles vont rencontrer différentes personnes, et du coup c'est elles-mêmes, contrairement par exemple à leurs sœurs de la même génération ou à la génération de leur mère, qui vont trouver leur mari donc par ces réseaux différents. Et vous montrez que cette redéfinition du statut des femmes, elle se joue notamment autour de la question du mariage. Et là il y a à la fois une sorte d'amplification du phénomène ou de l'action révolutionnaire, de l'engagement révolutionnaire par et via l'exil et le déplacement, qui est souvent, en anthropologie, on remarque souvent que dans des périodes de conflit, mais aussi de déplacement, le rôle des femmes change. Mais là, je pense qu'il y a vraiment le fait que justement on voit que les mariages se redéfinissent, qu'on va plus forcément avoir quelqu'un de l'entourage proche dans le sens géographique, qui vient de la même communauté, qui vient du même milieu social, qu'on va avoir des gens qui se marient, par exemple, des personnes de Hama et de Homs, ou de Homs et de Alep, et qui viennent pas des mêmes milieux sociaux, qui viennent pas des mêmes confessions. C'est assez intéressant en fait de voir comment c'est quelque chose qui existait déjà dans le passé, mais souvent aussi à la fois pour les élites, mais aussi pour les opposants politiques. Là, il y a vraiment, pour ces femmes-là, en tout cas avec qui j'ai travaillé, c'est une rupture par rapport à leurs sœurs qui étaient déjà mariées et aux générations précédentes. Finalement, vous vous intéressez à la question des martyrs, parce que vous montrez que celle-ci, malheureusement, occupe une place absolument majeure dans le vécu de vos interlocuteurs. Et c'est une question qu'ils appréhendent en termes de prédestination, qui est une notion dont vous montrez comment elle est également mise à contribution par les acteurs pour faire sens de la défaite de la Révolution à l'époque où vous les rencontrez. Je montre qu'il y a vraiment deux figures en fait vraiment très importantes pour la plupart de mes interlocuteurs. C'est celle des martyrs et celle des déplacés, des disparus, des portés disparus, des prisonniers, qui sont souvent comparés, notamment du point de vue de l'espoir, mais aussi du point de vue justement du répit que certaines de ces femmes, donc qui sont souvent, c'est leurs fils qui ont été tués ou qui sont emprisonnés, et qui comparent en fait la façon dont de savoir que leurs enfants sont martyrs. Il y a une sorte aussi évidemment de douleur extrême, mais aussi de soulagement par rapport à l'inconnu de ne pas savoir en fait où sont leurs fils, s'ils sont encore vivants, etc. Et donc là, évidemment, c'est pas forcément tous mes interlocuteurs, mais ce qui m'a intéressée, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mes interlocuteurs, interlocutrices qui parlent en fait à la fois de
la question du martyre et de la prédestination dans leur engagement révolutionnaire, mais aussi pour lire, pour donner sens en fait à la fois à la défaite, mais aussi à la perte. Donc il y a une sorte de changement d'échelle ici qui s'opère, parce que c'est pas forcément évident d'utiliser la question de la prédestination pour analyser des actions, des événements collectifs et historiques. Mais du coup, c'est une fois en fait, c'est une façon à la fois d'analyser la perte de proches, mais aussi la perte, disons, collective aussi de ce projet. Donc là, il y a une lecture, en fait, une grille de lecture qui est utilisée pour faire sens de ces événements, tous deux tragiques, et en fait on le voit en fait, surtout parmi les révolutionnaires, les familles révolutionnaires, les personnes qui vivaient dans des bastions révolutionnaires, le nombre de martyrs est très élevé, et donc du coup il y a une nécessité aussi en fait de faire sens et de comprendre et de se réapproprier cette perte ici pour mes interlocuteurs à travers cette grille de lecture de l'islam sunnite. Voilà. À la lumière des réflexions que vous proposez dans le livre, que vous ont inspiré les récents événements survenus en Syrie, donc depuis le mois de décembre 2024? Ça me fait penser que cette idée qu'on a déjà évoquée de cycle révolutionnaire, cette question de la défaite, de quand est-ce qu'on sait qu'une révolution a ou pas fonctionné, entre guillemets. Quand est-ce qu'on va dire, ok, cette révolution est finie? Quand est-ce qu'on date la fin d'une révolution? Quand est-ce qu'on dit est-ce que cette révolution a fonctionné ou pas, et la façon dont on la perçoit dans un temps plus ou moins long est du coup assez intéressante, parce qu'on peut se dire ok, est-ce que là on se trouve face à l'aboutissement du processus révolutionnaire qu'on peut dater, dont le début peut être daté à 2011 et dont parlent mes interlocuteurs, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui se passe? Est-ce que c'est le début d'un nouveau cycle révolutionnaire ou d'une nouvelle phase révolutionnaire dans ce cycle qui peut être commun? Et donc je trouve que c'est assez intéressant de se poser ces questions en fait. Est-ce qu'il y a c'est un même processus? Évidemment, on a vu, si on regarde ce qui s'est passé à Idlib et à Daraa, même dans d'autres villes, en fait, que c'est pas forcément un processus unique. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que mes interlocuteurs et mes interlocutrices vont faire sens de ces événements en fonction de leur positionnement passé et aussi de leur vécu qui est très différent en fonction des villes desquelles ils viennent. Et ça, je trouve ça assez fascinant, et aussi de se poser la question de la façon dont, puisque donc, j'étais en Syrie, la façon dont la question de l'intérieur et l'extérieur se repose à nouveau. Mais donc de façon aussi différente, puisqu'il y a des vécus vraiment multiples entre des personnes qui ont été obligées de fuir, d'autres qui ont aussi pas vraiment eu le choix de rester ou pas. Enfin, en tout cas, c'est des personnes qui l'expriment comme ça, qui disent nous en fait on n'a pas eu le choix de partir, on a dû rester là, se taire et observer tout ce qui se passait, on savait ce qui se passait et on n'a pas eu la possibilité de partir, donc pour plein de raisons personnelles, etc. Et en même temps, des intérieurs assez différents entre quelqu'un qui aura vécu à Damas et quelqu'un qui aura vécu à Idlib, ou même dans la périphérie, il y a des personnes qui étaient retournées à Daraya, par exemple, quel aurait été leur vécu, des personnes qui sont à Daraa, c'est des expériences et des vécus très différents, et qui pour moi, on a à nouveau cette question de la spatialité qui est très 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 présente, et où on voit vraiment des expériences multiples et parfois assez très contrastées entre différents Syriens et Syriennes. Donc ça, je pense que ça ouvre des champs de recherche, de réflexion, et aussi d'un certain côté, je trouve aussi que le fait qu'il n'y ait pas eu d'explosion de violence populaire, d'un certain côté, on en parlait tout à l'heure de cette question de définition, révolution, guerre civile, me conforte assez dans l'idée que oui, au final, parler de guerre civile était assez peut-être pas malvenu, mais n'était pas en fait ne collait pas en fait aux événements, parce que sinon on peut en effet imaginer que
qu'il y ait une explosion de violences populaires des uns entre les autres et jusqu'à présent, en tout cas, ce n'est heureusement pas le cas, en tout cas à grande échelle. Ça montre aussi l'importance parce qu'on en a parlé aussi des conditions par exemple des Syriens en Turquie, ça montre l'importance des statuts légaux qui ont été donnés aux Syriens dans les différents pays limitrophes, mais aussi en Europe, mais notamment des pays limitrophes qui vont conditionner la possibilité du retour. Ça, je pense que c'est assez intéressant. En fait, ça permet de tirer un certain nombre des concepts ou des thèmes qui sont développés dans le livre pour réinterroger en fait une situation qui évidemment est très différente puisque l'étude se déroule entre 2014 et 2017 et qu'on est maintenant 7-8 ans après, enfin même 10 ans après le début de l'étude. Mais ça permet de regarder aussi comment ces choses ont évolué et se sont développées au cours de ces 10 dernières années. Merci Charlotte. Cet épisode de Livre et Mam est désormais terminé. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Charlotte El-Khalili, Waiting for the Revolution to End, Syrian Displacement, Time and Subjectivity, paru chez UCL Press en 2023. Vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de Lire et Mam et le réécouter en podcast sur Spotify, Apple Podcasts et bientôt d'autres plateformes. Merci encore à Charlotte El-Khalili de nous avoir accordé cet entretien et merci à nos auditeurs. Au revoir à toutes et à tous.